Je salue aussi Raquel Garrido qui nous rejoint. Bonjour, vous êtes députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Pierre-Alexandre Anglade avec nous, bonjour également. Bonjour. Vous êtes député Renaissance des Français de l'étranger. Et Laurent Neumann, bonjour. Bonjour Bruce. Laurent, alors, pour ce qui concerne les manifestations elles-mêmes, il me semblait quand même que quand c'était organisé par des syndicats, il y avait un service d'ordre, que justement les incidents étaient globalement évités. Vous me confirmez ou pas? Je vous confirme. L'idée, effectivement, demain, c'est que ce soit une grande manifestation pacifiste. Ouais. Et donc, forcément, les confédérations vont avoir un service d'ordre assez musclé, dense. L'idée, c'est de pas se faire infiltrer justement par des gilets jaunes radicalisés ou de l'extrême gauche, comme les anarchistes, les autonomes anarchistes, les totos, comme on appelle, ou les black blocs. Voilà, l'idée, encore une fois, c'est c'est le droit le plus essentiel dans une démocratie, c'est de porter sa parole, d'être contre un projet, bien sûr. Tout en respectant les lois, en fait. Et nous, policiers, même nous, syndicalistes policiers, demain, je sais qu'on sera peut-être la cible de certains black blocs qui vont vouloir peut-être en découdre avec nous. Voilà. Et là, les services d'ordre, ils sont briefés aussi. Enfin, ils savent aussi comment faire en sorte d'éviter que le défilé soit noyauté entre guillemets. Oui, vous travaillez presque ensemble dans ces moments-là, non? Oui, on travaille ensemble. On a aussi des policiers qui travaillent aussi avec je veux dire, la sécurité des confédérations, ce qui est normal. On a par exemple sur le terrain à Paris, la brigade d'information de voie publique, c'est des policiers en civil qui sont là pour prendre le contact avec les organisateurs, pour donner des informations en temps réel à la salle de commandement. Et l'idée, c'est que tout se passe bien, c'est qu'on puisse faire remonter des renseignements. Et dès lors qu'on va, j'allais dire, identifier des petits groupes à risque, tout de suite, c'est d'être proactif et que nos collègues qui sont en tenue puissent les interpeller et les écarter de la manifestation. Voilà, l'idée, c'est que ça se passe bien, en fait. Ouais. Mais Laurent Neumann, l'enjeu, il est important parce qu'on n'arrête pas de dire que c'est l'opinion, au fond, qui risque de trancher à la fin sur cette question et de faire plier un camp ou l'autre. Effectivement, si ça se termine avec des images de violence urbaine à chaque manifestation, c'est pas bon. Non, la violence, c'est bon pour personne. D'abord, quand il y a de la violence dans la rue, ça vous a pas échappé, on pointe du doigt le gouvernement en disant « mais que fait le gouvernement? Pourquoi la police n'intervient pas? Comment se fait-il que dans ce pays, on ne puisse pas manifester dans le calme ?» Donc, c'est pas très bon pour le gouvernement. C'est pas très bon pour les manifestants. Les manifestants, ils descendent dans la rue avec une cause qu'ils jugent juste, légitime. Ils s'opposent à un projet de réforme des retraites. Dès qu'il y a des manifestations des casseurs, de quoi va-t-on parler? On va parler des revendications des manifestants ou de la casse dans la rue, sans doute beaucoup de la casse dans la rue, donc c'est néfaste pour eux. Et puis c'est un troisième incident, c'est que lorsque dans les manifestations il y a des violences, de la casse, ça dissuade des tas de manifestants de venir manifester. Or, la journée de demain n'est dans l'esprit des syndicats qui appellent à la manifestation qu'une première journée, une première étape. S'il y a une montée en puissance, il faut évidemment qu'on puisse aller manifester dans le calme. Et puis quand même, je reviens sur la note des renseignements, il y a un petit angle mort dans cette note, mais qui inquiète beaucoup les responsables politiques et les responsables policiers, c'est ce qui pourrait se passer dans les établissements scolaires. Si les lycéens ou les collégiens devaient sortir de leurs établissements pour bloquer leurs écoles, leurs collèges, leurs lycées devant les établissements, ça pose un problème de sécurité aux forces de police, problème de sécurité publique, les voitures qui passent, etc. Mais peut-être qu'à un moment donné, la police sera appelée à déloger ces jeunes pour laisser l'accès aux établissements scolaires. Et là, pour les policiers, il faut dire la vérité, il n'y a rien de pire. Bon, Raquel Garrido, on ne va pas crier avant d'avoir mal, mais il faut reconnaître que les dernières grandes manifestations, malheureusement, ont été émaillées d'incidents à la fin. Donc, comment est-ce que vous voyez les choses? Comment est-ce qu'on peut éviter cela, selon vous? D'abord, il y a un effet important, c'est celui du nombre. Bien sûr. Il s'agit là d'un mouvement sur la question des retraites qui est un vieux point d'affrontement entre le peuple français et son président. Ça fait déjà depuis 2007, 2012, 2017 que des présidents sont élus en disant qu'ils ne toucheraient pas à la retraite à 60 ans et derrière ils le font quand même. Là, l'Institut Montaigne nous dit que 93% des actifs sont contre la réforme Macron. Donc il s'agit de quelque chose de finalement assez consensuel. Il y a une force de l'unité des Français, de l'unité des organisations syndicales, des mouvements de gauche, bien sûr, des partis de gauche, mais bien au-delà. Moi, j'en parle avec mes collègues à l'Assemblée nationale qui me disent que là, dans les vœux qu'ils font, ceux de droite, par exemple, ou ceux de Liberté Territoire, je ne sais pas si vous connaissez ce groupe Lyotte, ils disent... Nous, dans nos vœux, les gens nous disent qu'ils ont très bien compris que cette réforme n'était pas nécessaire et qu'il y avait beaucoup d'enfumage pour essayer de la faire passer en force. Donc c'est ça le point le plus pacifique.
C'est la force de l'évidence. Bon, après, moi, si j'ai une recommandation aussi à faire, évidemment, les recommandations qui ont été faites par tout le monde, qui est surtout ne pas céder à des façons violentes, parce que justement, la violence, c'est l'échec du mouvement syndical, c'est l'échec du règlement pacifique du conflit. Mais moi, j'ai une demande à l'attention spécifique de BFM. Spécifique. Allons bon. Oui. Parce que une journée comme celle-ci, c'est une journée, il faut l'envisager un peu comme un tournage. C'est comme un tournage avec une feuille de service à 7h du matin, les images sur les forces, la veille, des informations sur les CRS et compagnie. Et ce que j'aimerais, c'est qu'il y ait des moyens de tournage qui soient de hauteur. Qu'on voit cette masse, qu'on voit la grande avenue pleine, que vous preniez les points d'en haut, que vous faisiez pas le petit plan là, le plan serré sur l'abribus un peu abîmé à 10h du matin qui va effrayer madame et monsieur tout le monde. Je pense qu'on a tous aussi un rôle. C'est évident que dans le traitement des mouvements sociaux par le gouvernement... Attendez, il faut que je prenne des notes. Alors, attendez, parce que Raquel Garrido est en train de nous expliquer comment on doit filmer une manif. Ben, c'est-à-dire que quand alors allez-y. Les hommes et les femmes qui vont se mettre en mouvement demain, ils aiment se voir à la télé aussi, vraiment comme ils sont, et pas à travers le prisme déformant d'une insistance sur ce que font une poignée d'individus qui ne représentent pas le tout. Parlez du tout, parlez des Français et trouver les moyens techniques de le faire. Voilà, j'en ai fini. C'est vrai sur ma requête. C'est vrai que demain, on n'aura pas du tout envie de montrer l'ampleur s'il y a beaucoup de monde. On n'aura pas du tout... Évidemment, Raquel Garrido, vous savez bien. Toutes les manifestations sont filmées de la même façon, quelles que soient les manifs. Eh ben, faut l'améliorer. Parce que moi, je trouve que jusqu'à présent, vous êtes très sur le plan serré, là, sur les CRS, l'abribus, etc. Ou le DAB, la distributeur automatique de billets, protégé. Mais ces grandes vues aériennes, où sont vos drones, là, qui vont montrer les dizaines et les centaines de survoler. C'est interdit. C'est pas qu'on veut pas faire ça, survoler Paris avec un drone, on peut pas faire n'importe quoi. C'est ça qu'il faut négocier, BFM. Sécurité. Nous, on voudrait bien utiliser les drones à des fins sécuritaires, on n'a pas le droit, donc vous voyez bien. Eh ben, les avenues et les boulevards parisiens permettent de monter jusqu'au 8e étage et faire des plans d'en haut. Et les rédactions sont organisées depuis quelques années pour pouvoir avoir leur propre comptage aussi des manifestants maintenant en parallèle. Ça sera le cas demain, probablement. Alors pour demain, avant de m'avancer, je ne sais pas, mais en tout cas, je sais que c'est un dispositif qui existe, donc il y a une volonté quand même de la part de la plupart des rédactions de se fédérer pour compter le nombre de manifestants et pas être toujours dans cette opposition avec un chiffre donné par les organisateurs qui est complètement différent de celui qui est donné par la préfecture de police. Je rappelle quand même que lors de la première manifestation contre la réforme des retraites en 2019, entre le chiffre de la police et le chiffre des organisateurs, il y avait un écart de 1 à 6. 250 000 à Paris, disait la police, 1,5 million disait les organisateurs. Alors, Pierre-Alexandre qui n'a pas encore parlé, et après on va voir Agathe Lambray à l'Élysée. Sur ces éventuels incidents, qu'est-ce que vous dites? En effet, il faut les minimiser en quelque sorte. C'est ce que dit Raquel Garrido. Il faut les montrer, il faut les prendre en compte. Qu'est-ce que ça dit selon vous? Moi, j'ai pas de. Là, vous avez dit il faut pas les montrer. Vous avez dit il faut pas les montrer. C'est encore pire. Qu'il fallait pas montrer que ça. Il fallait pas organiser le récit de la journée à travers simplement ce prisme-là, parce que Laurent Neumann l'a tout à fait bien dit. C'est un prisme qui en fait fait peur aux gens. Alors. Bon, voilà, c'est tout. Alors que les gens ont envie de manifester. Monsieur Anglade. Moi, j'ai pas de requête particulière sur la production des images et sur la manière dont non, elles vous conviennent jusqu'à vous faites votre métier. Non, je crois pas. Je suis pas sûr que demain ça lui convienne. Je crois pas que si demain il y a 1 million de personnes avec des drones. Vous êtes gonflé quand même, Raquel Garrido. Non, mais je pense que l'audiovisuel est un droit des citoyens. Je pense que l'information est un droit des citoyens. Et combien de fois j'ai participé à des mouvements sociaux dont j'ai senti qu'à la télévision, ils n'étaient pas reflétés selon laquelle les journalistes ne feraient pas bien leur métier et selon laquelle les faits ne seraient pas bien. On a le droit d'avoir une opinion. Et tout ça, ça alimente une forme de défiance envers les journalistes, envers le personnel politique, qui est assez délétère, qui se traduit ensuite par de la violence sur le terrain. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire les manifestants les plus extrémistes qui vous ont entendu ce matin? Ils vont aller voir les journalistes de BFM TV, des autres chaînes d'information, en leur disant vous filmez pas bien, vous prenez pas la bonne image, c'est comme ça que vous devez faire, et ils vont se faire agresser. C'est ça que ça va susciter. Ce dont on parle là, au contraire, ils sont tout contents de casser l'abribus pour être filmés. Laissez les journalistes faire leur métier, laissez BFM TV réaliser et produire les images comme ils le souhaitent, et concentrez-vous sur la manifestation de demain. Moi, je souhaite que cette manifestation, mais c'est ce qu'on va faire, et c'est ce que le ministre de l'Intérieur a annoncé faire ce matin. Vous voulez empêcher tout ça, vous retirez votre projet. En mobilisant 100 000 policiers pour protéger les manifestants, permettre que cette manifestation puisse se dérouler dans les meilleures conditions, et c'est comme ça que la démocratie va, mais pas en commençant à envoyer des injonctions la démocratie, les journalistes, Madame Garrido. Les journalistes sont libres dans notre pays.
C'est ça la Agathe démocratie. Lambray est à l'Élysée. On va retrouver tout de suite Agathe qui nous attend depuis quelques minutes déjà. Merci pour votre patience, Agathe. Mais le débat est enflammé, vous l'avez entendu sur le plateau. Comment est-ce à l'Élysée, on aborde cette journée de mobilisation demain alors qu'un Conseil des ministres est prévu aujourd'hui? Écoutez, à l'Élysée, on veut afficher sa sérénité. Emmanuel Macron ne croit pas à une victoire de l'irresponsabilité, ni à un pays à feu et à sang. Alors certes, le chef de l'État reconnaît la lassitude et l'inquiétude des Français, mais il pense que ces mêmes Français comprennent que la réforme est nécessaire, que par ailleurs, ils n'ont pas envie que le pays soit bloqué. Le chef de l'État, qui face à la colère de la rue, brandit sa légitimité, le mandat clair, dit-il, qu'il a reçu à la présidentielle. Il estime que les Français ne se dédieront pas 7 mois plus tard. Maintenant, Bruce, Emmanuel Macron n'a d'autre choix que de camper cette posture. On ne s'engage pas dans une bataille en expliquant d'emblée que l'on va reculer, soulignait hier un ministre. Et puis pour Emmanuel Macron, reculer n'est pas une option. Au-delà de son cas personnel, c'est la suite de son mandat, les 4 prochaines années qui dépendent de cette réforme. Merci beaucoup Agathe Lambray. C'est vrai qu'au fond ça résume un peu l'opinion aussi de la majorité, c'est que il faut laisser passer l'orage, parce que demain ça va être ça quand même, ça risque d'être énorme, et puis se dire que voilà, il y aura ensuite une éclaircie, puis à nouveau des orages et attendre. Comment est-ce que vous abordez tout ça? On l'aborde avec de la détermination et de la sérénité, pour reprendre des mots un peu qu'on use habituellement, mais honnêtement il y a un projet qui est absolument nécessaire, qu'on estime nécessaire, qu'on a présenté aux Françaises et Français au moment de l'élection présidentielle. Le président de la République a, je crois, reçu une majorité de suffrages, notamment sur ce projet. Il arrive très largement en tête au premier tour. Il remporte ensuite le second tour. On a porté, nous, les députés de la majorité, ce projet au moment des élections législatives. Et donc, il y a une validation démocratique de ces propositions. Ensuite, que ceux qui sont des opposants à Emmanuel Macron, que ceux qui ne se retrouvent pas dans ce projet puissent manifester et défiler, c'est tout à fait fondé et légitime. Et bloqué, mais parce que c'est aussi ça la réalité d'une journée de grève, c'est aussi des blocages. Oui, mais Bruce Toussaint, vous savez, donc vous dites aussi... le droit de manifester est constitutionnel. Le droit de bloquer et d'empêcher la vie des Français ne l'est pas. Et donc, on peut défiler, on peut protester, on peut s'opposer. Il faut quand même permettre aux Françaises et Français de se déplacer, de pouvoir aller travailler et de vivre leur vie le plus normalement possible, en tenant en compte évidemment du droit de manifester qui est constitutionnel et auquel on ne s'oppose évidemment pas. Comment faire plier le gouvernement? Parce que vous voyez bien qu'il y a une position effectivement assez déterminée. Donc on a 2 blocs en fait là qui se font face à l'occasion de cette première journée de mobilisation. Tout à fait, il y a un bloc, c'est les Français, et l'autre bloc, c'est en fait un individu, le président Macron. Et dans une démocratie saine, on ne devrait pas se retrouver dans cette configuration. Dans une démocratie saine, le président devrait se sentir mandant de ce tout. Quand je répète ce chiffre qui pour moi est incroyable, 93% des actifs qui sont contre cette réforme. Donc c'est parce que nous sommes en monarchie présidentielle et nos institutions avec le 49.3, le 47.1 qui est le nouvel article là, dont on commence à découvrir les contours et qui permet effectivement à l'exécutif d'éteindre avec une télécommande magique les travaux à l'Assemblée nationale. Ça c'est pas sain, c'est pas sain. Donc comment éviter tout ceci? Aujourd'hui, évidemment, la question elle est posée principalement au président Macron. C'est lui qui doit soit retirer le projet ou à défaut la soumettre à référendum. Vous parlez de démocratie? Eh bien allons-y. Mais retrait ou référendum? Le référendum sur les retraites, il a déjà eu lieu. Ah oui, et donc vous avez fait combien? C'est l'élection législative. Alors vous avez fait combien au premier tour de la présidentielle? 10% de plus que Jean-Luc Mélenchon, Raquel Garrido. Et combien il y avait, pardon, alors. Non mais faut quand même remettre les choses un petit peu en perspective. Absolument. Peut-être que les élections ne vous conviennent pas, que la démocratie ne vous convient pas, mais c'est la réalité des urnes. La démocratie me convient très bien. Remporter les élections, gagner l'élection présidentielle, président de la République était élu 2 fois président de la République. J'invite Jean-Luc Mélenchon à gagner l'élection présidentielle et lorsqu'il aura gagné, il pourra porter son projet. C'est bon. Mais venir remettre. Mais est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? C'est moi qui vous parle parce que vous parlez beaucoup. Non mais j'ai compris. Mais est-ce que je peux répondre à cet argument? En permanence le résultat des urnes. Non, au contraire, je le rappelle. Les gens protestent, mais il y a un résultat électoral qui est clair. Est-ce que je peux répondre? Mais bien sûr, madame, allez-y. Vous avez fait, le président Macron, au premier tour, a fait 27,8%. Et oui, cette façon que vous avez de minorer toujours les résultats électoraux, c'est incroyable. Je les rappelle fidèlement, au centime près. 27,85% sur ce programme de retraite à 65 ans. Combien a fait Jean-Luc Mélenchon, madame Garrido? Souffrez un petit peu qu'on vous donne des arguments, qu'on vous rappelle les résultats des élections. Savoir, je ne me souviens plus. Laissez-moi terminer. Dites-moi. Vous avez 2 autres candidats à la présidentielle qui ont défendu la retraite à 65 ans. C'est madame Pécresse. Elle a fait moins de 5%. Et Monsieur Zemmour. Oui, d'accord. Donc, en toute hypothèse, vous ne pouvez pas vous prévaloir d'une majorité. Tous les autres candidats, et pas seulement Mélenchon, tous les autres candidats
étaient contre la retraite Madame Garrido, à 65 ans. c'est leur droit le plus, Et au second tour, absolu. donc ça, on est d'accord. Est-ce qu'on est d'accord que sur le premier tour de la présidentielle, qui est l'endroit, qui est le moment où laissez-moi terminer, ça ne marche pas comme ça la démocratie. Si, ça marche comme ça la démocratie. Vous pouvez pas essayer de couvrir par votre voix le résultat des urnes. Le résultat des urnes est clair. Vous êtes minoritaire sur ce projet. Ça vous fait plaisir de dire ça? Non, c'est les faits. Ça vous fait plaisir de le dire. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a une majorité. Vous ridiculisez. Pardon, mais là, vous ridiculisez. Il y a des gens qui vous écoutent. Je viens de vous donner des chiffres. C'est de l'arithmétique. Alors, si on avance ridicule. Donc, la majorité des candidats si on avance un tout petit peu, la retraite, une retraite sauvegardée et pas la retraite à 65 ans. Ça, c'est une réalité sortie des urnes. Vous voulez le nier. Le président Macron, qui lui-même disait au second tour qu'il savait qu'il était élu dans un rejet de Madame Le Pen et que ce résultat l'obligeait. Aujourd'hui, d'après ce qu'on entend, fait complètement marche arrière en essayant de repeindre le vote anti-Le Pen dans un vote pour la retraite à 65 ans. Il se gourre profondément. Monsieur Couvi, s'il vous plaît. Et c'est ça qu'on va voir demain le 17 janvier. S'il vous plaît, Monsieur Couvi. Alors, moi, je vais vous parler des policiers, parce qu'effectivement, là, dans cette réforme... Certains seront dans la rue, d'ailleurs, demain? Oui, on sera, moi, le premier, je serai dans la rue, effectivement, parce qu'on trouve que cette réforme est injuste, parce qu'en fait, les policiers, ils prennent 2 ans ferme, sans remise de peine. Voilà, 2 ans ferme de plus à travailler. Et encore une fois, je suis désolé, mais on a une charge émotionnelle, missionnelle. On travaille les week-ends, les jours fériés. On travaille H24. La preuve, ces derniers jours, vous voyez bien qu'on fait rempart de notre corps contre des terroristes présumés ou même des gens qui poignardent. Et donc, en fait, tout ça, à la fin, c'est un coût. Et on surcotise d'ailleurs pour partir plus tôt, parce que c'est pas un cadeau qu'on nous fait. Donc effectivement, demain, nous serons là. Et moi, ce qui m'étonne, c'est qu'en fait, on fait un prisme sur l'âge de départ en retraite, sur l'âge légal, alors qu'en fait, on sait très bien que l'âge réel, il est toujours supérieur à l'âge légal. Donc en fait, quand on dit qu'on veut partir à 64 ans, c'est faux, on partira beaucoup plus tard, notamment pour tous les Français. Parce que l'âge réel, il est toujours supérieur, c'est comme ça. Parce qu'il y a un nombre de trimestres à cotiser et que pour avoir son trimestre, le nombre de trimestres partira plus tard. Est-ce que vraiment toutes les pistes ont été, utilisées? Est-ce qu'on a regardé effectivement, moi j'ai le fonds de réserve des retraites créé par Lionel Jospin en 2001, on n'entend plus parler. Alors que normalement, on est censé l'abonder à hauteur de 150 milliards d'euros. Il a servi surtout pour la CADES à rembourser des dettes sociales. Donc encore une fois, on voit bien que on utilise un fonds pour en payer un autre. C'est ce qu'on appelle la cavalerie. Et pareil, les exonérations de cotisations des grandes entreprises. On parle de Sanofi, par exemple. On donne 1,8 milliard de cotisations, d'exemption d'impôts crédit recherche, alors qu'en fait, ils délocalisent en USA et en Inde. Si vous le voulez bien. D'abord, je voudrais dire que vous avez raison de dire que les policiers ont un métier difficile, exigeant, qui risquent leur vie tous les jours sur le terrain pour protéger les Françaises et les Français, et que cette dureté de leur métier doit effectivement être prise en compte dans la manière dont leur retraite est liquidée à la fin de leur carrière. Et donc, il y a des mécanismes de pénibilité qui doivent être spécifiques aux policiers, et je sais que le ministre de l'Intérieur est particulièrement attaché à cela. Cela étant, sur la réforme globale, vous nous dites, est-ce que toutes les pistes ont été étudiées ? Moi, je crois qu'aujourd'hui, vous avez 3 façons d'envisager la retraite. Soit vous proposez aux Françaises et Français de travailler un tout petit peu plus longtemps, c'est ce que nous proposons de faire pour équilibrer le système à l'horizon 2030. Soit vous augmentez les cotisations et donc, au fond, vous augmentez les impôts des Français. Et pour arriver à l'équilibre, ce serait 400 € par an supplémentaire sur les Français. Soit vous baissez les pensions des retraités, et ce sera en moyenne 700 € par an pour équilibrer le système des retraites. Et donc, non, c'est pas faux, Madame Garrido. Après, vous pourrez répondre si vous voulez. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, dans le système par répartition tel qu'il est et auquel nous sommes toutes et tous attachés, si nous voulons le sauver, au fond, si on veut sauver la solidarité à la française qui fait notre modèle, nous allons devoir travailler un petit peu plus longtemps, toutes et tous. Et je tiens quand même à dire que cette réforme, vous avez 4 Français sur 10 qui ne seront pas concernés par l'âge légal de départ à la retraite, parce que avec les mécanismes de pénibilité et de carrière longue, vous avez 4 Français sur 10 qui partiront. Raquel Garrido, est-ce qu'il y a une voie de compromis? Est-ce qu'il y a imaginons que le gouvernement vous dise demain soir, bon, on a entendu l'appel de la rue, c'est plus 64, c'est 63. Je sais pas, j'essaie d'imaginer quelque chose qui pourrait faire en sorte que y ait un accord. Bruce Toussaint, pourquoi voulez-vous que les Français acceptent une réforme qui n'est pas nécessaire et qui n'est pas légitime? Donc j'ai abordé l'aspect démocratique. Parce qu'il y a des pouvoirs constitutionnels, il y a des... pardon, la démocratie, ça a un sens. Mais j'ai abordé ce sujet, je crois que c'est clair. De toute façon, les gens à la maison, ils le savent, qu'on est tous d'accord là-dessus. Aujourd'hui, le gouvernement a tout essayé pour faire passer la pilule. Ils ont commencé par dire le système est en danger.
Bon, le corps dit pas qu'il est en danger. Il dit qu'il y a des défis de financement, c'est vrai, mais pas de danger. Ok, donc déjà, leur premier argument, exit. Ensuite, ils disent, ah, mais il y a des avancées. Alors, avancées sociales, lesquelles? Et on peut les prendre les uns après les autres, c'est que des fake news. Par exemple, sur les prétendues avancées pour les carrières longues. Grâce à eux, quelqu'un qui a travaillé à 18 ans va partir à 62 ans, ce qui fait 44 annuités. D'accord? 44 annuités pour les carrières longues. Alors qu'aujourd'hui, ils partent à 60 ans. Donc, où est l'avancée? Il n'y en a pas. Les prétendus 1 200 € là, de minimum contributif. C'est pour les carrières complètes. Qui sont, vous l'avez dit, tous les Français le savent qu'en fait, ils ont été enfumés. D'ailleurs, cette loi existe. C'est la loi Fillon. Vous pouvez prendre demain un décret et demain, il y aura le minimum contributif. On peut s'épargner et la réforme et la mobilisation et tout. Et donc, c'est tout à l'avenant. Ils essayent de forcer les Français pour trouver un angle qui justifierait ces grands reculs qui ne se justifient pas. Pourquoi? Parce que les gens travaillent toute leur vie, souvent pour des retraites de misère, et ça c'est un problème, les retraites trop basses, et souvent en partant trop tard. Et on veut pouvoir effectivement à la fin de nos jours, tous, autant qu'on est, et on a goûté un petit peu de ça au moment du Covid quand on était confinés. Quand on était confinés, on a tous vécu ce que c'était, je termine là-dessus, Bruce Toussaint, le contrôle sur notre temps. Hein, et c'est ça qui est en jeu, c'est-à-dire c'est à la fin de notre vie pouvoir décider si Monsieur Laurent Neumann pourra s'occuper de sa petite fille ou pas, ou s'il va devoir payer travailler plus longtemps parce qu'il est de 1961. Et on en est tous là. On parle que de ça depuis des jours et des jours. Dans les journaux. Mais là, vous avez raison, peut-être, il me semble, c'est que le Covid a peut-être en effet, a sans doute modifié le rapport au travail, et c'est ce qui crée une complication. C'est la principale inégalité, c'est le contrôle de notre temps. Bien. Et on se laissera pas faire, les Français se laisseront pas voler des mois et des années de vie.